contrairement aux autres bourses mondiales, la bourse israélienne déprime depuis l'annonce du mémorandum entre les États-Unis et l'Iran. A-t-elle raison? Les réservistes se voient proposer d'acheter dans le sud des terrains pour construire une villa à un prix ridicule. Est-ce une bonne affaire? Et les implications dans l'économie israélienne de la fabuleuse émission de SpaceX. Il s'appelle Daniel Guggenheim. Chaque semaine, il nous parle de l'actualité, de la presse économique. Et cette semaine, nous allons bien évidemment parler bien des choses qui nous intriguent. Notamment, nous conclurons avec SpaceX. Nous parlerons de la bourse israélienne, bien sûr, du détroit d'Ormuz et des conséquences économiques des jeunes qui se préparent à rentrer, non pas sur le marché du travail, mais en tout cas à prendre un job d'été. Et puis, bien sûr, nous parlerons aussi des réservistes qui vont pouvoir acheter une maison dans le sud d'Israël. On verra à quelles conditions et surtout si c'est une bonne affaire. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Daniel, la bourse israélienne déprime parce qu'il y a une signature, on le sait tous, un mémorandum entre les États-Unis et l'Iran. Alors pendant que les autres nations du monde font la fête, nous, c'est pas du tout ça. Oui, tout à fait. Vous avez bien fait de préciser d'abord que c'est un mémorandum. La signature qui est pour l'instant... C'est pas un accord encore. C'est pas un accord, c'est un accord cadre, comme on dit. Et deuxièmement, la signature pour l'instant, elle n'est que digitale et que c'est jusqu'à vendredi que peut-être que pour l'instant, il doit y avoir l'accord final. Alors justement, ça explique d'abord la dépression de la bourse. Avant la bourse, je voudrais comme dire un mot. Le shekel a un peu remonté par rapport aux monnaies, par exemple par rapport au dollar, on est revenu plutôt vers 2,90 alors qu'on allait vers 3 shekels avant cette signature, mais la proclamation de la signature même. Et pour l'euro, on était un peu plus 3,40 et là on est revenu autour de 3,37. Donc le shekel a un peu augmenté. Mais encore une fois, le shekel augmente, mais la bourse. Tout à fait. Alors pour expliquer ce paradoxe, je rappelle ici qu'une partie de la force du shekel tient à la bourse américaine. Pourquoi? Parce que beaucoup d'argent est investi en Amérique par les institutionnels ou même par les particuliers. Et donc, chaque fois que la bourse en Amérique augmente, ça fait automatiquement, ils échangent du dollar pour acheter du shekel. Ceux qui investissent, c'est un truc technique. Et donc, ça fait monter un petit peu le shekel, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense économiquement. Alors, pourquoi la bourse israélienne est déprimée? Parce que, comme vous l'avez dit, elle a même baissé de 4-5%, je pense, depuis l'annonce, depuis lundi, qu'elle est revenue, que de nouveau il y a eu des transactions à la bourse d'Israël. Est-ce que ça arrivait pendant la guerre, cette baisse quand même conséquente? 5%, c'est pas mal. Oui, d'abord, c'est sur 2-3 jours. C'est déjà arrivé pendant la guerre, bien sûr, sur une période de 2 ans et demi ou 3 ans, maintenant qu'on est pratiquement en guerre, qu'il y a eu des fortes baisses. Mais ce qui est intéressant là, c'est que c'est le contraire. C'est que sa bourse israélienne a baissé. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, la bourse israélienne, dans les prix qu'elle avait avant cette annonce-là, incluait une conclusion différente de ce qui s'est passé. De ce qu'on voit en tout cas maintenant. Parce que ce qu'ils voient, c'est que surtout, ce qu'on dit maintenant, tout le monde sait que l'Iran va recevoir beaucoup d'argent point de vue économique et ça va affaiblir Israël et ça va peut-être lui permettre à refaire son armement. C'est ça que la bourse, elle voit. Et elle avait pensé aussi aux accords d'Abraham. Pour l'instant, on n'en parle pas. Donc, c'est une sorte de déprime qui est faite par des cours qui étaient très forts, qu'on avait dit qu'ils avaient augmenté le plus depuis le début de l'année. Et c'est pas ce qu'on attendait. Surtout que nous, on l'a vu encore dans le Nord, c'est pas terminé. La situation sécuritaire, elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable, que ce soit au Liban ou à Gaza. Donc, en vérité, on ne voit pas de raison à la bourse israélienne de s'emballer. Et il faut dire que le pétrole ne coule pas encore à flot sur les détroits d'Ormuz comme l'a déclaré Trump. Et c'est un peu étonnant que les bourses surtout américaines pour les bourses étrangères, c'est déjà fait, quoi. Oui, et c'est sans doute une erreur. Maintenant, on va voir la suite, mais c'est pas une erreur. Je voudrais dire un mot encore, c'est que c'est intéressant que la semaine dernière, juste avant cette déclaration, le Financial Times a fait un article sur Israël. Et là-bas, il a fait comme titre « Israël super Sparte ». En parlant de ses résultats économiques et bien entendu en faisant allusion à ce qu'avait dit Netanyahou. Maintenant, Netanyahou a rappelé que
350 milliards de shekels, il va investir dans les prochaines années pour qu'Israël, point de vue armement, soit indépendant. Et ces résultats économiques à Israël lui permettent de faire cet effort-là. Donc c'est intéressant de voir qu'en vérité, point de vue économique, les analystes du monde entier considèrent qu'Israël encore est très fort, et c'est intéressant à voir. Maintenant, une dernière chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'on a eu cette semaine les résultats de l'inflation en mai, qui sont le contraire d'ailleurs de ce qui arrive dans les autres pays. On a une baisse forte et inattendue de 0,3% au mois de mai. Et ça veut dire que sur un an, on est 1,9% en dessous même Alors, du milieu comment de on l'objectif. explique cette baisse, Daniel? Parce que le dollar a tellement baissé par rapport au shekel pendant cette période de mois de mai. Et donc, ça fait que surtout les prix, par exemple, de ce qu'on appelle les avions, les billets d'avion ont baissé de 17%. Donc, ça a influencé sur l'indice des prix, qu'ils avaient beaucoup augmenté par ailleurs, parce que le mois d'avant, ça avait beaucoup augmenté. Ce qu'il faut dire très intéressant aussi, bon, un peu les légumes ont baissé de 4-5%, ça a aussi aidé. Et pour l'exemple des appartements, alors, toujours problème des locations qui augmentent encore très fort, plus de 6%, j'ai vu. Mais point de vue des ventes d'appartements, les statistiques, on revoit de nouveau une baisse de 0,3%. Et ce qu'on voit que sur un an, les prix ont baissé de 1,7%. On parle de façon générale, comme quoi c'est quelque chose de faux de dire que les prix ne font qu'augmenter en Israël. Ils ont dit on a eu des autres périodes comme ça, comme 2018, 2023. Et ce qui est intéressant à dire, c'est surtout le nombre d'appartements qui sont vendus, qui ont baissé de façon drastique. On a, au mois d'avril, on a les chiffres d'avril maintenant, on a eu que, dans tout Israël, que 5000 appartements vendus. Vous allez me dire, oui, il y a eu Pessar, il y a eu la fin de la guerre, mais quand même, ça semble très, très faible. Par exemple, pour les appartements neufs, c'est une baisse de 40% par rapport au mois d'avant. C'est quand même énorme. Et donc, il y a quelque chose qui se passe sur l'immobilier. Et je dis encore aux gens, faire très attention. Apparemment, c'est plus quelque chose qui est favorable, une situation qui est favorable à l'acheteur plutôt qu'au vendeur. Et donc, essayez d'avoir des occasions et ne vous précipitez pas. Bon, on va essayer de suivre les conseils de Daniel qui sont toujours avisés. Et on va parler à présent des réservistes. Alors, les réservistes vont pouvoir acheter un terrain dans le sud, alors pas partout, dans le sud, près d'Arad, pour se construire une villa à des prix, j'imagine, très en dessous des prix du marché. Alors, est-ce que c'est une vraie bonne affaire ou une fausse bonne affaire ? Oui, c'est intéressant parce que c'est vraiment la suite de ce que nous venons de dire oui. dans le premier sujet concernant la forte baisse des ventes de l'immobilier en Israël. Maintenant, pour revenir à votre question, la chose suivante. Effectivement, ce qu'on appelle Rami, c'est-à-dire l'autorité qui vend les terrains en Israël, a maintenant donné ce qu'on appelle, a fait un appel d'offres en disant, voilà, j'offre à peu près 300 terrains pour construire des villas. À quel endroit? Dans le sud, comme vous l'aviez dit, à Hiran. C'est un endroit qui est à côté de Arad. Ça sera, normalement, c'est un petit yishuv qui sera, d'ailleurs, dans ce que j'ai vu, un caractère datilomi, ce qu'on appelle religieux nationaliste, enfin, coupot srugot, comme on dit aussi, des kippots tricotés. Et donc, qu'est-ce qu'il dit, s'appelle d'offre? Il dit, la plupart de ces terrains-là seront 10% pour des gens qui sont handicapés et le reste, ça sera pour les réservistes du coin ou même de l'ensemble du pays. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Le terrain lui-même, ils disent, à partir de 4000 shekels, j'ai vu même, jusqu'à le mètre carré? 10 000. Non, tout le terrain. 4000 shekels? Attends, je vous explique. Ah oui, parce que là... c'est incroyable. Incroyable. Donc, apparemment, c'est quelque chose de formidable. Et on voit déjà la villa devant soi, n'est-ce pas? Donc, donc ces chiffres entre et un terrain de combien de mètres carrés? À pouvoir à peu près 200 mètres carrés qu'on peut construire. 200 mètres carrés constructibles, ok. Et jardin et compagnie, d'accord. Uniquement, c'est pour la construction de villas. Oui, oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe c'est dit en petites lettres, mais enfin, c'est eux qui verront, le développement de l'endroit autour. Quand vous faites une maison, il y a un développement, il faut faire des infrastructures. Ce que je veux dire, c'est de l'eau, ce que vous pensez. Le réseau, Internet. Tout ce qu'il faut. Ça va coûter par terrain 50 000 shekels. Donc, vous ajoutez 50 000 shekels. Maintenant, ils disent aussi que, à part ça, il faudra payer justement encore quelque chose qui ressemble à ce développement, ça reviendra en tout à 500 000 shekels, tout ce qui est développement. Donc, c'est-à-dire, ne serait-ce que après l'achat du terrain, de toute façon, il faut rajouter 500 000 shekels. Voilà. Ça veut dire que le terrain coûte 504 000 shekels. Voilà, à peu près, c'est ça. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous construisez, combien ça coûte de construire une villa
on estime pour entre 180 et 200 mètres carrés autour de 2 millions de shekels. Donc ça veut dire en fait que Il y a des gens qui font ça pour moins cher quand même. Il y a des spécialistes qui font. Bon, c'est mais des estimations qui ont été que Ok. j'ai vu dans l'article Oui, qui a été oui, oui, fait bien des sûr. gens apparemment qui se connaissent. Et donc on est autour, je dis bien autour d'à peu près 2,5 millions de shekels avec tout ce qui est développement, comme j'ai dit, et l'appartement et après l'appartement est fait. Maintenant, est-ce que 2,5 millions de shekels, qu'est-ce qui se passe à côté pour une villa? Une villa déjà prête dans un endroit qui s'appelle Carmi, qui est à côté, qui est prestigieux, c'est 3,5 millions de shekels. Donc, faut dire, c'est quand même moins cher. Bien sûr. Oui, mais peut-être quelqu'un, s'il achète une villa déjà construite dans une ville comme Dimona ou Yerucham, qui sont des villes pas loin de dont je parle là maintenant, dans le sud, des gens préfèrent habiter dans la ville où il y a beaucoup plus de services. Enfin, il y a d'autres choses qui sont faites, qui sont intéressantes lorsqu'on habite dans une grande ville plutôt que dans un petit yishuv. Donc, c'est à prendre ça en compte. Et en plus, je dis aux gens, c'est pas évident de construire sa maison, parce que ça demande de vérifier, même si on prend des architectes et tout ça, c'est évident. Il y a des gens qui sont spécialisés. Oui. Il y a des gens qui sont spécialisés, mais quand même, je voudrais vous dire, Daniel, on le sait, en Israël, les choses vont extrêmement vite, et on va dire que c'est peut-être un pari sur l'avenir. Voilà, parce que les petits villages, ça grossit, ça devient vite des villes, et puis s'il y a beaucoup, on va dire, beaucoup d'intelligence sur place, les choses vont se développer forcément. Moi, je crois que c'est une bonne affaire, Daniel, d'après ce que vous me dites. Alors, concernant que ça va vite, je ne suis pas sûr que ça va vite. Il prévoit effectivement qu'il y aurait 2500 familles qui vont habiter là-bas, je crois, donc 10 000 personnes. Oui, il faut un peu de patience, bien évidemment, mais les choses peuvent évoluer dans le bon sens. Encore une fois, vous n'allez pas dans un endroit comme Yerucham ou Dimona où ça existe déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Et on connaît quand ça va en Israël, point de vue même de construction, quand c'est pas vous qui vous en occupez, ça met des fois très très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en Israël qui font que ça met du temps avant de faire des choses. Il peut y avoir des problèmes qui n'ont pas vu. C'est sûr. C'est un pari sur l'avenir, on va dire. Moi, je suis beaucoup plus réservé et apparemment, pas, comme je l'ai dit, à cause de la teinte de ça, de ce qu'il disait dans le journal, pas tous les réservistes seraient intéressés à aller dans un yishuv qui a une certaine teinte. C'est ça que je veux dire aussi. Mais c'est sûr, ça correspond à une certaine frange de la population. Mais moi, je trouve que c'est plutôt à tenter. Bon, on verra bien. Alors, on verra ce que les gens feront si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous le dire. On continue avec les jeunes. Les jeunes, on le sait, c'est l'été, Daniel. Les étudiants, les lycéens commencent à chercher du travail, voilà, pour se faire un peu d'argent de poche pour le mois de juillet et d'août. Le travail est réglementé, n'est-ce pas, en Israël? Oui, tout à fait. Le travail des jeunes. Oui, tout à fait. Des mineurs. Le gouvernement a fait cette déclaration, enfin le ministère du Travail, ceux qui s'occupent de ça, à l'aube justement des vacances scolaires où beaucoup de jeunes veulent pouvoir avoir de l'argent pour avoir son permis, acheter un nouveau smartphone, etc. Donc ils savent ça. Maintenant, oui, ça commence tôt, le travail légal pour les mineurs. Pendant l'année, quelqu'un qui a moins de 15 ans n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de l'employer. Pendant les vacances scolaires, c'est baissé jusqu'à 14 ans. D'accord? C'est la première chose. Il faut le savoir, que d'abord, il faut que l'employeur ait devant lui, pour pouvoir employer ce jeune-là, d'abord un certificat médical qui dit qu'il est apte à travailler, et deuxièmement, qu'il ait reçu la carte d'identité des parents, avec dedans, il y a ce qu'on appelle le CFA, en hébreu, c'est l'annexe, où l'enfant est marqué. Et dans les 7 jours, il doit avoir donné ce qu'on appelle un contrat de travail, avec son... Oui, c'est encadré, c'est très encadré. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, point de vue de paiement, il faut le savoir. Il y a le salaire minimum des jeunes, des mineurs est un peu plus faible que celui habituel, mais il existe. On n'a pas le droit de payer jusqu'à 16 ans, moins de 26 shekels. Entre 16 et 18 ans, c'est 28, et jusqu'à 18 ans, 31 shekels. Donc, il faut le savoir ça, faites très attention à ça. Deuxième, aussi très très important, on n'a pas le droit d'employer ces jeunes-là, ces mineurs dont je parle, dans des travaux dangereux, dans des chantiers, dans des choses comme ça. Donc il faut le savoir aussi. Il y a une liste des travaux autorisés ou pas? Il parle pas à côté non plus des endroits qui sont des matières qui sont dangereuses, des choses comme ça. Et chacun apparemment de voir s'il peut rentrer dedans ou l'autre. Des fois la loi va pas jusqu'à chaque chose. Et pour les chantiers, c'est donné explicitement. Aussi, faites très attention parce qu'on va rentrer dans les périodes d'été. On n'a pas à faire travailler un mineur quand il fait très chaud. À l'extérieur, bien entendu. Donc c'est aussi c'est puni par la loi. C'est puni par la loi, exactement. Il y a aussi combien d'heures on peut travailler par jour? Pas plus de 8 heures par jour. C'est permis pendant les vacances scolaires jusqu'à 9 heures. Mais seulement si on a d'ailleurs plus de 16 ans.
maintenant, pas plus de 40 heures par semaine. Et il faut savoir aussi que pour tous ceux qui travaillent dans la restauration, d'habitude, jusqu'à 20 heures, dans la restauration, si on a plus de 16 ans, il permet jusqu'à minuit, mais uniquement si l'employeur après s'engage à faire que l'enfant peut se revenir avec quelque chose qui est lui-même, un taxi ou quelque chose que lui payera pour qu'il voit qu'il puisse rentrer chez lui de façon normale. Donc c'est important aussi de le savoir. Et surtout pour les jeunes qui travaillent dans la restauration, faites très attention, le pourboire n'est pas considéré comme le salaire et il faut que, quand vous faites un contrat avec l'employeur, il faut que le tarif horaire soit du pourboire, précisé. c'est quelque chose en plus. Et dernière chose très importante aussi, c'est à l'employeur de cotiser pour vous, au Bitoire Lomi, aux assurances sociales, pour que vous soyez assuré de ne pas avoir ce problème s'il y a un dégât. C'était une très bonne idée d'en parler parce que je pense que beaucoup de jeunes vont être intéressés, en tout cas leurs parents si nous regardent. Voilà, vous connaissez à présent la marche à suivre en Israël. On continue, on termine, Daniel, avec la fameuse action SpaceX. Voilà, ça y est, elle est bien sûr entrée au Nasdaq. C'est la plus fabuleuse entrée de tous les temps. Alors, expliquez-nous pourquoi, Daniel. Oui, pourquoi la plus fabuleuse? D'abord, il faut donner les chiffres, vous avez raison. 75 milliards de dollars a réussi à collecter donc Elon Musk avec SpaceX pour une valeur au début d'émission de 1,7 milliards de dollars. Ils appellent ça trillion de dollars. C'est 1000 milliards en français. C'est incroyable. Ça a même bien réussi après, puisque depuis que les transactions ont commencé à se faire, il y a même eu une augmentation de 25% par rapport à ce chiffre-là, ce qui est énorme. Et maintenant, donc c'est ça qu'il faut dire. Il faut faire attention. Alors, pourquoi il faut faire attention? D'abord, il y en a qui disent, et je pense qu'il y a un fond de vérité là-dedans, ça a été mis le vendredi, le Nasdaq vendredi commençait à baisser. Et ça aurait été problématique pour SpaceX d'être émise pour une tellement grande valeur quand la bourse baisse. Et il y a eu l'annonce de Trump. Et donc, il y en a qui disent qu'une des raisons qu'il a fait ça, c'est pas, il a avec Musk des relations comme versatiles, non, des fois bien, des fois mal, peu importe. Ouais, bon. Mais ce qui l'intéressait, comme avec beaucoup. c'est pour le marché américain, de dire que la bourse américaine peut accepter une émission d'une telle importance et que ça réussisse. Donc, c'était pour lui très, très important de l'annoncer au moment juste avant cette émission-là. Effectivement, le Nasdaq est passé de -2 à +3. Ça a sûrement aidé de toute façon pour ça. Donc, ça, c'est une première chose à dire. Une deuxième chose à dire, pourquoi c'est peut-être pas une bonne affaire. Il faut savoir que c'est une entreprise qui est en perte. Il faut savoir que ça représente, point de vue du chiffre d'affaires, 100 fois son chiffre d'affaires. Donc, à l'heure actuelle, donc, jusqu'à ce que les gens, même en se basant sur le chiffre d'affaires, aient pu, à ce niveau-là, récupérer leur argent, il faudra attendre beaucoup d'années. C'est pour ça que beaucoup d'analyses sont réservées. Beaucoup ont pensé qu'en vérité, ça ne vaut que 50% de la valeur de l'émission, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a maintenant, sans doute le tiers seulement. Qu'est-ce qui va arriver aussi dans les prochains mois? Il faut le savoir, beaucoup d'actions vont arriver comme ça, parce qu'il y a des anciens travailleurs et des gens comme ça qui pourront les vendre à la bourse. Ça, comme il y a l'offre et demande, ça risque de faire baisser les cours. Ça, c'est une Vous êtes très sceptique donc sur cette valeur-là. C'est intéressant à dire, parce que c'est moi, ce que je fais, c'est l'aspect israélien. Oui, bien sûr. Alors, on vient d'apprendre ce mercredi que la société eSight Labs, c'est une société, une start-up israélienne qui fait des semi-conducteurs, va collecter pour une valeur de 2,5 milliards de dollars. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit, moi, j'ai vendu des semi-conducteurs à Starlink. C'est-à-dire, Starlink, c'est la société d'Elon Musk. Donc, il y a un côté israélien, ça. Côté israélien aussi, très important de dire, c'est que les institutionnels israéliens n'ont pas vraiment participé à l'achat de cette émission parce qu'ils ont trouvé que c'était pas une bonne affaire, sauf Migdal, et ils ont été très prudents et je pense qu'ils ont eu raison, comme moi je le dis. Maintenant, pourquoi encore aspect israélien? Parce que le ministère des Transports a décidé de prendre cette société-là comme celle les Starlink, c'est-à-dire les satellites, elle va faire pour les chemins de fer israéliens et pour les routes en Israël où il y a pour l'instant pas la possibilité de recevoir l'internet ou le téléphone. C'est comme ça que ça arrive. Il y a des endroits d'Israël qui sont pas bien couverts, bien sûr, et surtout à côté des chemins de fer. Et donc normalement c'est avec eux que ça va se faire. Il faut dire qu'il a 8000 satellites et donc c'est intéressant. Bien qu'il est considéré comme cher aussi, je voudrais dire qu'il a de la concurrence qui va venir et peut-être aussi il pourra moins vendre dans les prochains temps. Maintenant, une dernière chose très intéressante qu'on a appris aussi cette semaine, c'est que Elal
a décidé de prendre Starlink, donc ces satellites, pour que dans les avions de Elal, à partir de 2027, il y ait Internet même pendant l'avion, et ça sera un Internet gratuit pour les voyageurs. Passagers, extra. Bon, alors merci pour ces infos. Alors pour les aficionados de notre ami Elon Musk, eh ben, il va falloir suivre pour ne pas faire d'investissements un peu trop dangereux. Voilà, merci en tout cas Daniel pour ces infos. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.